Aujourd'hui, merci aux chercheurs Aude Vialat et Alexis Aulagnier de nous éclairer sur cette question des alternatives aux pesticides. On est à quelques jours de l'examen à l'Assemblée nationale du texte du plomb et des mobilisations agricoles qui reprennent, qui ont déjà repris et qui vont reprendre intensément, je pense, lundi, avec un mot d'ordre qui est notamment un meilleur accès aux pesticides. Donc, dans ce contexte, une expression refait surface, pas d'interdiction sans solution. C'est un principe qui est désormais inscrit dans la loi d'orientation agricole, la LOA, qui a été validée par le Conseil constitutionnel. On verra exactement avec vous, Alexis, notamment sur quoi cela porte, mais ça nous paraissait intéressant de s'interroger sur cette expression qui est remise en avant par les syndicats agricoles, notamment et les politiques. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase qui est l'argument de bon sens dans le débat sur le retrait des pesticides? Petite précision avant de commencer, on enregistre le replay, donc comme je disais, pour ceux qui l'ont demandé, qui ne peuvent pas être là, mais le temps d'échange ensuite n'est pas enregistré, les questions-réponses. Donc, vous pourrez poser vos questions dans le chat pendant les interventions et les présentations en mentionnant, s'il vous plaît, votre nom et votre rédaction ou directement avec vos micros ouverts après les présentations. Voilà. Euh, Aude Vialat, je vous laisse la parole. Vous êtes donc directrice de recherche INRAE, directrice de l'unité mixte de recherche d'INAFOR, et vous venez de piloter une étude que vous allez nous présenter en exclusivité et qui répond parfaitement à l'actualité. Je vous laisse la parole, Aude. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Aude Vialat, je suis directrice de recherche en agroécologie des paysages à INRAE et j'ai piloté une expertise scientifique collective à la demande de trois ministères, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et ministère de l'Environnement, au sujet de la diversité végétale. Et est-ce que cet ensemble de méthodes agricoles et agronomiques peuvent représenter une solution pour protéger les cultures, notamment en alternative avec les pesticides. Donc on a sorti mardi un article scientifique, vous aurez le lien dans cet exposé qui retrace l'ensemble des conclusions scientifiques. Donc le retrait des molécules, c'est une situation qui est légitimement difficile et inquiétante aujourd'hui pour les agriculteurs et les agricultrices. Et ça induit une demande de réintroduction par certaines organisations agricoles notamment de réintroduire des molécules ou les réautoriser. Et donc ça crée évidemment un débat public important avec des discussions législatives comme le texte du plomb actuellement. Et il ne faut pas perdre de vue que tout ça s'inscrit en plus dans un contexte de changement climatique et de vulnérabilité des cultures et du système agricole actuel. Et ça va être un point très important dans la considération des réponses qu'on peut apporter. Et donc, aujourd'hui, on s'intéresse à savoir si la diversification végétale est une des solutions pour réguler les bioagresseurs des cultures. Alors déjà, de quoi parle-t-on quand on parle de bioagresseurs? En fait, ce sont les parasites des plantes. Ça va être des parasites qui entraînent des maladies. Donc, on appelle ça les pathogènes. Les plantes peuvent être malades comme nous, par des champignons, des virus, des bactéries. Il y a aussi des animaux, notamment des insectes, et des plantes adventices, celles qu'on appelait auparavant les mauvaises herbes, et qui font concurrence à la plante qu'on essaye de cultiver en termes de lumière, d'eau, de nutriments, tandis que les animaux ont plutôt tendance à soit transmettre des maladies, soit à les manger. Et donc tout ça, ça va affaiblir la plante qu'on cultive et limiter les rendements. Un point important pour comprendre l'impasse de l'agriculture chimique actuelle, c'est de bien avoir en tête que l'agriculture chimique, en fait, elle favorise ses propres bioagresseurs. Depuis 80 années maintenant, on a, avec l'agriculture dite conventionnelle, basée sur la chimie, on a fait du remembrement, c'est-à-dire qu'on a largement spécialisé les cultures et agrandi les parcelles, et on a utilisé beaucoup de pesticides, ce qui a induit quoi? Eh bien, une perte d'habitat dans nos paysages agricoles et beaucoup de perte de biodiversité. Ça, c'est incontestable maintenant scientifiquement, et on en entend beaucoup parler. Un chiffre que j'aime bien annoncer et rappeler pour ceux qui le connaissaient déjà, c'est des collègues allemands qui ont sorti ces chiffres-là de façon assez récente, fin 2023, sur le fait que depuis leur suivi, qui sont de plus de 20 ans sur les mêmes zones avec la même façon de piéger des insectes, depuis plus de 20 ans, ils ont perdu 95% de la biomasse en insectes qu'ils capturent. C'est-à-dire que si on pèse ce qu'on capturait il y a plus de 20 ans et ce qu'on pèse aujourd'hui, il y a 95% en moins. Donc c'est énorme. Et je dirais le pompon sur
La difficulté, c'est que bah, le peu qui reste de ces insectes, eh bien, ce sont des ravageurs majeurs, des pucerons et des cicadelles qui se retrouvent dans les parcelles. Donc, on favorise au travers de l'agriculture chimique la sélection de bioagresseurs, de parasites de nos cultures. Et en plus, l'agriculture chimique, elle, contribue très fortement au changement climatique. Et donc, ce changement climatique, aujourd'hui, on l'a vécu. Hein. Moi, dans ma zone géographique au sud de Toulouse, on a été largement frappé par des grêles, etc. Vous en avez entendu parler en ce début de semaine. Ça a entraîné énormément de dégâts sur les cultures, comme de l'averse. Eh bien, ce changement climatique accélère les cycles biologiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nos bestioles qu'on essaye de limiter, eh ben, elles se reproduisent davantage et beaucoup plus vite. Ça augmente leurs aires de répartition, ça affaiblit physiologiquement les cultures qui, elles, bah, se défendent moins bien. Et en plus, avec tous nos échanges aujourd'hui, on introduit des espèces à l'échelle mondiale dans des nouvelles zones. Alors en France, on en reçoit, mais on en envoie tout autant vers les autres pays. Alors, dans cet état qui peut sembler un peu catastrophiste, il faut quand même comprendre qu'en fait, on a des solutions, des méthodes pour protéger les cultures. Et ces méthodes sont très diverses et existent depuis un certain nombre d'années. On a ici ces méthodes qui sont représentées selon quatre grands types. Les méthodes culturelles, c'est lié à des pratiques, par exemple, je réfléchis ma date de semis pour la décaler par rapport au vol de pucerons. Les méthodes physiques, comme par exemple je bâche ou je mets un filet au-dessus de mon verger pour pas que les papillons rentrent dans mon verger. Des méthodes biotechniques, et là c'est par exemple de la confusion sexuelle, on pourra y revenir dans la discussion si vous voulez. Et les méthodes biologiques, et là on utilise les organismes vivants. Ce sont des plantes, ce sont des bactéries, des champignons ou encore des insectes. Alors toutes ces méthodes, elles sont souvent utilisées pour l'agroécologie, mais elles sont très spécifiques, c'est-à-dire qu'elles vont viser une espèce en particulier de parasites. Et ce que j'ai souligné là en jaune, ce sont des méthodes qui, elles, sont basées sur la diversification végétale. On va allonger les rotations, mélanger des plantes dans les parcelles, et on va voir comment ça s'organise tout ça. Un autre point qui est très important et qui est incontestable, c'est que la diversité végétale, elle est reconnue par un ensemble d'institutions mondiales, la FAO, le GIEC, l'IPBES. L'IPBES, c'est le GIEC de la biodiversité. Toutes ces grandes institutions reconnaissent que la diversification de la végétation dans les parcelles cultivées est un moyen de les protéger et de produire durablement. Pourtant, l'adoption à l'échelle mondiale, elle est encore extrêmement limitée et on s'est posé la question de pourquoi. Donc, on a mené une synthèse. On était 26 experts français à avoir mené cette synthèse qui remobilise plus de 1400 articles scientifiques analysés sous des angles de l'agronomie, de la pathologie, de l'écologie, de l'économie, des sciences de gestion, des sciences juridiques et des sciences politiques. Donc, on a une analyse complète de ce que disent les études scientifiques à ce sujet. Pour réguler ces parasites par la diversité végétale, j'aimerais vous mettre dans la peau d'un puceron. On est tous des pucerons là, et on essaye de trouver notre planteau de favorite, en l'occurrence un blé. Mais il y a des pucerons pour quasiment toutes les plantes. Donc notre blé, il est ici. Évidemment, nous, pucerons, on cherche ce blé dans une parcelle qui est diversifiée, soit mélangée avec du pois, soit sous des arbres en agroforesterie. Bah, trouver cette plante-là alors qu'on est en vol, c'est beaucoup moins facile que si on a des hectares et des hectares de monoculture de blé, où là, percevoir le blé pour un puceron, c'est extrêmement simple. L'autre effet très important de cette diversification, c'est qu'en plus, eh bien, toutes ces plantes différentes du blé, elles apportent des ressources dont ont besoin nos organismes bénéfiques, comme les prédateurs que sont les coccinelles. Et on a aussi dans ces organismes bénéfiques, par exemple des pollinisateurs pour les cultures. Eh bien, ils ont besoin certes de manger du puceron, mais ils ont aussi besoin de nourriture complémentaire comme le pollen, de zones où passer la nuit, de zones où passer l'hiver, de zones où se réfugier en été lors des sécheresses. Et donc, pour pouvoir vivre comme cela, cette diversité de la végétation dans les paysages agricoles, eh bien, leur offre tout ce dont ces espèces ont besoin, et donc elles sont davantage présentes, et donc elles mangent les pucerons. Donc, on pourrait dire ainsi que, bah oui, c'était mieux avant. Le mieux avant, c'est avec l'agriculture chimique
Tout est propre, bien aligné. Pour un puceron, c'est le rêve. Ce qui a été décanillé, c'est principalement les coccinelles. Et nous, pucerons, on a réussi à contourner la modalité chimique pour nous tuer. Donc, la vie est plutôt belle dans ces modalités chimiques. Et c'est globalement, de façon caricaturale certes, mais globalement ce qui se passe aujourd'hui. Alors, comment on peut diversifier? C'est quoi diversifier si on est un agriculteur ou une agricultrice? Eh bien, on peut réfléchir déjà à la parcelle, réfléchir à la parcelle en mélangeant déjà des variétés. Donc, je mets que du blé, mais je mets différentes variétés de blé. Aujourd'hui, on est en monovariétal. Différentes variétés de blé qui sont par exemple différemment sensibles aux maladies. On l'a vu avec le Covid, on n'est pas tous sensibles à la maladie. Et donc, mettre cette diversité-là, c'est déjà ralentir des épidémies. Ensuite, on peut mélanger les cultures entre elles. Par exemple, l'association blé-pois. Moi, je suis un puceron qui aime le blé. Si la plante d'à côté, c'est du pois, quand je bouge, je tombe sur une mauvaise plante, ça ne m'aide pas. Bon, je vous ai parlé de l'agroforesterie, notamment pour masquer ces plantes sous-jacentes. Et si on diversifie les rotations dans le temps, bah, si on est une espèce qui vit dans le sol, et puis il n'y a qu'à attendre de faire du maïs sur du maïs sur maïs, et moi je me nourris des racines de maïs, là encore la vie est belle. Si on me met au bout de 5 ans seulement à nouveau du maïs, ben, je ne vais pas réussir à survivre. La mosaïque des cultures dans les paysages, c'est hyper important, c'est-à-dire que là, vous êtes dans des paysages diversifiés. Il n'y a pas que 3 espèces de cultures toutes enfin, identiques dans un paysage, donc à large échelle. C'est une mosaïque diversifiée, ce qui fait que vous limitez les sources de pucerons de blé. Parce qu'à côté, vous avez d'autres plantes, donc ces autres plantes, elles ne fournissent pas des pucerons du blé. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la réduction de la taille des parcelles. C'est le grain de cette diversité. Et plus ce grain il est fin, eh bien, plus vous ralentissez les ravageurs et en même temps, plus vous favorisez les espèces bénéfiques qui vont d'une parcelle à une autre. Et donc, vous favorisez ce contrôle biologique. Et bien sûr, en rajoutant des habitats peu ou pas cultivés, que sont les bosquets, les haies, les prairies, les mares, là, vous favorisez très fortement les espèces bénéfiques, comme je disais, qui ont besoin de passer l'hiver ou de passer l'été en dehors des parcelles. Alors, le premier résultat que je vous invite à retenir par rapport à cette expertise, c'est que la diversité végétale, c'est efficace pour le contrôle des bioagresseurs. On ne va pas rentrer dans les détails de ce tableau scientifique, mais par ligne, vous avez les types de diversification que je viens de mentionner. Et puis en colonne, ici, les principaux types de bioagresseurs. Plus le rond est grand et vert, plus les articles scientifiques sont d'accord pour dire que ça marche. Donc vous voyez que lorsque c'est étudié, eh bien, on a une très grande majorité d'effets positifs de la diversification végétale pour limiter les bioagresseurs. Le deuxième résultat que je vous invite à bien retenir, c'est que la diversité végétale, elle apporte de nombreux autres bénéfices. Parce que les scientifiques ont regardé, c'est les bénéfices en termes de biodiversité, de pollinisation, de qualité du sol de la parcelle, c'est essentiel, qualité de l'eau, quantité de l'eau, là aussi on est sur des éléments absolument essentiels, les émissions de gaz à effet de serre et le stockage du carbone. Même façon de lire le tableau où vous avez par ligne différentes modalités de diversification. Lorsque c'est vert, c'est que ça favorise, ça permet de soutenir ce bénéfice qui est regardé. Et donc, on a une très grande majorité de bénéfices obtenus lorsqu'on fait de la diversification végétale dans les paysages. En particulier sur les rendements, et ça c'est devenu incontestable aussi pour les scientifiques, notamment les agronomes, la diversification végétale, elle stabilise les rendements. Et ça, c'est hyper important dans le contexte actuel du changement climatique, vis-à-vis de ces variations climatiques interannuelles, avec des sécheresses, puis l'année suivante, des pluies intenses, comme on peut en trouver, puis encore une autre année, des hivers hyper rigoureux, ou au contraire très doux. Eh bien, tout cela, aucune année ne se ressemble, et donc il faut des plantes qui puissent répondre à ces difficultés-là environnementales. Et donc, une diversification fait aussi qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc, on arrive à produire quelque chose. Et en plus, les plantes se protègent les unes les autres. C'est-à-dire que là, par exemple, par rapport à la verse que je vous ai montrée, eh bien, lorsqu'on a une parcelle diversifiée, si l'orge commence à tomber, eh bien, à côté, il y a une autre plante. Et donc, ce n'est pas toute la parcelle qui tombe et qui va pourrir sur pied. Alors, et c'est là où on arrive sur pourquoi c'est pas adopté, puisque c'est si intéressant d'un point de vue agronomique et environnemental. Eh bien, déjà, le premier point, si on est un agriculteur ou une agricultrice, c'est le terme de la rentabilité.
Les systèmes diversifiés sont vraiment difficiles à être rentables aujourd'hui dans l'économie actuelle qui est organisée autour de l'agriculture chimique, qui impose des normes, qui impose des filières. Et donc, vendre vos produits agricoles en dehors de ces réseaux-là est difficile et peu compétitif. La seule façon aujourd'hui où on s'en sort très bien économiquement, c'est en faisant notamment de la vente directe ou de la transformation à la ferme. Mais c'est bien des niches économiques, donc c'est en marge du système actuel. Donc effectivement, ce n'est pas satisfaisant si on veut déployer à large échelle la diversification. Et puis, il faut vraiment regarder ce qui est comparable. Il ne faut pas aller de rendement à rendement ou de rentabilité à rentabilité entre systèmes. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une approche globale qui compare les avantages de la diversification en intégrant les bénéfices agronomiques et écologiques qui sont valables pour l'agriculture, mais aussi pour la société dans son ensemble, c'est-à-dire nous, le contribuable. Et donc, en parallèle, tout ce qu'on appelle les externalités négatives, c'est-à-dire les conséquences négatives associées à l'usage des phytosanitaires, qui ne sont pas payées par les filières qui les utilisent, qui sont un coût économique énorme pour la société et nous, le contribuable. Pour mettre un peu des idées là-dessus, la PAC en France, c'est 9,5 milliards d'euros par an. La dépollution des eaux aux pesticides, c'est entre 32 à 105 milliards d'euros par an. Là, c'est très difficile à estimer, mais vous voyez l'ampleur de la somme. Et puis, pour les coûts de santé, que ce soit les maladies professionnelles des agriculteurs et des agricultrices ou des consommateurs ou des riverains, avec Parkinson, Alzheimer, des cancers, l'asthme, les allergies, tout ça, c'est un coût pour la société. Et c'est évalué dans la partie la plus basse à 4,4 milliards d'euros. Donc on voit que si on prend en compte ces éléments, on libère finalement des éléments économiques pour agir. Donc pour agir, bah, c'est les politiques publiques. Aujourd'hui, le constat qui est fait par les scientifiques qui analysent les politiques publiques dans le domaine agricole, c'est qu'il y a eu une erreur importante qui était de se focaliser sur un seul acteur, que ce soit la PAC ou que ce soit des politiques françaises, de focaliser les agriculteurs et les agricultrices. Or, et je l'ai symbolisé ici, ils s'inscrivent dans un maillage professionnel qui est extrêmement serré, qui est optimisé depuis 80 ans sur l'usage des phytosanitaires. Donc tout ça, ils ne peuvent pas bouger, ils sont extrêmement contraints. Donc ils sont un maillon essentiel, certes, mais ils ne peuvent pas bouger seul le verrouillage, pardon, il est systémique. Et donc, c'est vraiment une clé de compréhension ici pour le sentiment de colère et d'injustice que ressentent très fortement les agriculteurs et les agricultrices. Et ça, l'exprimer aussi clairement, je crois que c'est important pour comprendre aussi comment faire évoluer le débat. Des exemples de ce verrouillage. Si je suis une agricultrice et que je veux diversifier, j'ai des grosses difficultés d'approvisionnement en semences pour avoir des plantes qui vont être capables de pousser sans être perfusées par de la chimie. Et ça, la sélection des semences aujourd'hui en offre très peu. Maintenant, si j'essaye de vendre, dans les débouchés, ben, les standards de production, je l'ai déjà annoncé, sont extrêmement contraignants, basés sur des standards associés à de la production chimique, par la grande distribution, par les firmes agroalimentaires. Donc, ma capacité à vendre dans mon territoire, elle est extrêmement limitée. Et puis un autre point qui montre ce verrouillage-là, les coopératives agricoles, dans leur grande majorité, même s'il y a des contre-exemples, dans le cadre de la loi Egalim, ont décidé de faire de la vente aux phytosanitaires plutôt que du conseil, puisque le choix était exclusif. Et enfin, ces coopératives agricoles, elles laissent le tri des cultures en mélange. Elles ne prennent pas ça en charge, alors qu'elles pourraient, elles, avoir une économie d'échelle en, elles, achetant les machines nécessaires. Non, elles laissent là à la charge des agriculteurs, ce qui est un coût vraiment énorme pour une entreprise agricole. Un point positif par rapport à ces politiques publiques, c'est qu'après tout, on a réussi, grâce à l'impulsion des politiques publiques depuis 80 ans, à optimiser très fortement notre système. Et on arrive aux limites de cette possibilité de l'usage de la chimie. Mais on a organisé nos sociétés autour de ça. Donc on peut faire aussi différemment sous l'impulsion de politiques publiques ambitieuses pour déverrouiller ce système autour de l'agriculture conventionnelle. Et donc il faut des politiques publiques à l'échelle de l'Europe, nationale et aussi territoriale. Et c'est là mon dernier résultat que je vous invite vraiment à essayer d'intégrer pour
analyser les débats actuels, c'est que l'action dans laquelle on va pouvoir engager l'agroécologie et la diversification végétale, eh bien, ça va être l'action territoriale. Pourquoi? Parce que c'est la zone qui va regrouper les contraintes locales pédologiques, climatiques, la façon dont on peut produire nos plantes, et puis où est-ce qu'on peut les vendre. Et donc, les coopératives là-dedans ont un rôle central à jouer. Et ça a été analysé par des collègues scientifiques en Chine et en Italie notamment, qui montrent que plus les agriculteurs participent à une coopérative et plus il y a de coopératives dans un territoire, on observe 4 effets positifs. Plus la diversité végétale localement est forte, donc on contrôle mieux les bioagresseurs, plus il y a de partage d'informations et de coordination pour gérer ces bioagresseurs entre agriculteurs, plus les rendements augmentent dans le temps, donc on est vraiment dans un cercle vertueux, et la rentabilité des exploitations est importante. Donc sur tous les pans, on peut faire différemment, vous voyez, sur cette échelle territoriale. Alors pas de retrait de molécules sans alternative. Une façon aussi d'y répondre et de faire cette analogie, c'est le passage de la voiture thermique au véhicule avec les moteurs électriques. On se dirait là, aujourd'hui, on est bloqué autour de l'agriculture, comme si on avait dit, bah, vous changez rien sauf quelques pièces du moteur thermique pour pouvoir faire des moteurs électriques. C'est vraiment impossible. C'est vraiment tout le moteur qui est à revoir. C'est toute la logique. Mais attention, on garde bien un véhicule qui va d'un point A à un point B. On garde bien une agriculture productrice, à la fois de denrées animales et végétales. Donc c'est ma conclusion. C'est qu'avec la transition agroécologique, l'agriculture va rester pourvoyeuse de produits végétaux et animaux pour notre consommation. Mais c'est le moteur de production qui va être fondamentalement différent. Et donc, dans un tel moteur, il y a des perdants par rapport aux gagnants d'aujourd'hui. Donc, pour cela, les pratiques alternatives, telles que la diversification végétale, elles ont de multiples bénéfices, elles sont performantes, mais il faut avoir une logique systémique qui soit accompagnante de ces changements. Et donc, il faut des politiques publiques qui soient ambitieuses et un accompagnement de l'ensemble des filières. Arrêtons de cibler uniquement les agriculteurs et les agricultrices. Tous ces changements, on l'a largement organisé, on l'a fait avec succès par le passé. Et comme je vous ai montré quelques chiffres, les marges de manœuvre économiques existent bel et bien pour le faire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Aude. Bon, on comprend bien quels sont les verrous, effectivement. On comprend bien que les alternatives, c'est pas juste de substituer des pesticides à ce qui existe déjà. En tout cas, que cette diversité, c'est la plus efficace. Et on comprend bien comment finalement à faire un focus sur les agriculteurs. Ils sont les premiers, on comprend mieux leur colère. On comprend bien que c'est un maillon de chaîne et on va même dire un bout de chaîne. Alexis, on enchaîne peut-être avec vous si vous êtes prêt. Euh, Vous êtes sociologue Sciences Po au Centre Émile Durkheim. Et avec vous, on s'intéresse à cette petite phrase, pas d'interdiction sans solution. Je vous laisse la parole, Oui, Alexis. très bien. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de me donner la parole. Donc voilà, moi, je vais m'intéresser un petit peu à cette logique du pas d'interdiction sans solution en posant en fait la question de est-ce qu'il existe vraiment des alternatives aux pesticides? Donc là, on vient d'avoir la réponse que oui, mais la difficulté, c'est plus comment est-ce que ces solutions alternatives qui sont identifiées par la recherche agronomique peuvent être effectivement portées dans l'action publique et surtout avancer l'idée que dans le contexte actuel, on court un petit peu le risque d'à nouveau invisibiliser, disqualifier ces solutions. Donc moi, je parle du point de vue des sciences sociales et en particulier de la sociologie, puisque j'ai consacré ma thèse à l'histoire du plan Ecophyto, qui toujours en cours et toujours, vous le savez, l'objet de discussions bien intenses et qui vise à réduire la consommation de pesticides dans l'agriculture française. Alors sur la présentation d'aujourd'hui, le point de départ, c'est de rappeler que la question des alternatives aux pesticides chimiques, elle est vraiment au cœur de l'actualité, et notamment au cœur de l'article 2 de la loi dite du plomb qui vise à lever les contraintes à l'exercice des agriculteurs, du métier d'agriculteur. Et en fait, cette loi, elle prévoit des conditions sous lesquelles il est possible de déroger à l'interdiction d'utilisation de produits. Ces conditions qui peuvent exister pour déroger
à une interdiction de produit sont entre autres les suivantes. C'est que des alternatives disponibles à l'utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes et qu'il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation. Ça, c'est la version du 16 mai 2025 de la loi qui a été adoptée par la commission de l'Assemblée nationale en première lecture et qui va sans doute évidemment nourrir les débats qui ont lieu, ou qui vont avoir lieu très vite à l'Assemblée nationale. Donc en fait, au cœur de cette loi, il y a vraiment l'idée que on peut déroger à l'interdiction de pesticides si on arrive à prouver qu'il n'y a pas d'alternative disponible ou qu'alors que les alternatives sont manifestement insuffisantes. Alors, évidemment, il s'agit d'un des articles qui est les plus conflictuels dans la loi, parce que l'opposition, une partie de l'opposition et les acteurs en faveur d'une moindre utilisation des pesticides, ils voient un recul inacceptable, le fait de se donner la possibilité, en l'absence d'alternative, de réautoriser des pesticides interdits, même momentanément, alors que la majorité ou la profession agricole décrivent, elle, une mesure de bon sens, en fait, puisqu'il s'agirait de répondre à une impasse technique temporaire dans laquelle seraient prises des filières de production. En ce moment, là, au cœur des débats, vous le savez, il y a la filière betterave depuis quelques années, puis là, la filière noisette aussi. Et en fait, si cet article concentre autant de tensions, c'est que c'est une nouvelle passe d'armes, quelque part, dans la longue guerre qu'il y a eu autour des néonicotinoïdes, qui oppose tout un tas d'acteurs depuis bientôt 5 ou 6 ans. Alors, l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est en fait, en s'appuyant sur la connaissance des politiques de réduction d'usage des pesticides et de leur histoire, essayer de questionner un petit peu cette logique de la recherche d'alternatives disponibles. Parce que cette logique de on va trouver des alternatives et s'il n'y a pas d'alternative, on s'autorise à déroger à l'interdiction de pesticides qui est au cœur de la loi du plomb, on la retrouve aussi à d'autres endroits dans l'action publique. En fait, quelque chose qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une tendance de fond dans les politiques qui encadrent les pesticides, qui est une multiplication des plans de recherche d'alternatives. Alors, on peut citer par exemple le plan national de recherche et innovation pour la filière betterave, qui a été mené en 2020 et 2023, un plan de sortie du glyphosate, avec une évaluation comparative des alternatives non chimiques au glyphosate, qui a été emmené par l'ANSES entre 2019 et 2021. Et puis plus récemment, c'est une grosse nouveauté de la nouvelle version du plan Ecophyto, ce qui s'appelle aujourd'hui la stratégie Ecophyto 2030, on pourra pourquoi pas en parler dans les questions, c'est qu'au cœur de ce nouveau plan, il y a ce qu'on appelle le PARSADA, c'est des plans d'action stratégiques pour l'anticipation du potentiel retrait de substances et le développement de techniques alternatives de protection des cultures. Et de la même manière, la dernière version de la loi du plomb, une fois de plus, prévoit que lorsque l'État interdit des produits contenant une substance ou une famille de substances déterminées, il accompagne la recherche de solutions alternatives pour les professionnels. Alors, cette logique de rechercher des alternatives pour remplacer des pesticides, elle est évidemment vertueuse sur le fond. Mais moi, sur quoi j'aimerais attirer l'attention aujourd'hui, c'est que sa diffusion dans l'action publique, en fait, doit poser question. Puisque le fait de rechercher des alternatives et la manière dont on recherche, identifie, évalue des alternatives dans l'action publique, ça peut avoir des conséquences et notamment disqualifier les solutions de type systémique qui ont été présentées par Aude dans la présentation précédente. Alors, d'une part, quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que identifier et évaluer des alternatives aux pesticides, ça n'est pas un exercice neutre. Pourquoi ? Parce que ça pose la question de comment est-ce qu'on définit ce qui constitue une alternative. En fait, la mise en place de tous ces plans de recherche d'alternatives, elle nécessite de définir clairement ce qui va ou pas être considéré par les pouvoirs publics comme une alternative au moment d'autoriser ou d'interdire un pesticide ou au moment de déroger à son interdiction. Or, ce que vous avez très bien compris grâce à la présentation d'Aude, c'est que des alternatives aux pesticides et des manières d'aborder la réduction des pesticides, en fait, il y en a plein et qui sont de nature très différente et d'échelle et d'ampleur très différentes. Parce qu'on peut, par exemple, remplacer un pesticide par une technologie de substitution, par un autre produit. C'est ce qu'on appelle les produits de biocontrôle. Mais ce que la présentation sur la diversification des cultures a permis de bien comprendre aussi, c'est que réduire la
la consommation de pesticides et se passer de ces substances-là, ça peut passer par l'adoption de pratiques culturelles alternatives. Donc, c'est les rotations de culture, les mélanges de variétés, mais ça peut et ça doit aussi passer par des transformations systémiques. Ce sur quoi a très bien insisté Aude, des normes commerciales, un travail sur les paysages, le travail sur l'intégration des agriculteurs dans des circuits de production, etc. Et depuis le début des années 2000, enfin même depuis plus longtemps en réalité, mais c'est noir sur blanc dans des expertises, notamment emmenées par INRAE depuis le début des années 2000, la recherche agronomique insiste sur la diversité des alternatives et sur la nécessité de transformation systémique. Le problème, c'est qu'au moment d'évaluer les alternatives aux pesticides, quand on se demande si on va réautoriser tel ou tel produit, en fait, on effectue déjà un travail de sélection d'alternatives et il y a un risque en réalité de favoriser les technologies de substitution et de laisser dans l'ombre des alternatives systémiques. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement évident qu'on va considérer comme une alternative à un pesticide un produit de biocontrôle, une technologie de substitution. En revanche, le travail sur le paysage, le travail sur les pratiques agricoles, sur l'inscription des agriculteurs dans les circuits commerciaux, est-ce qu'on peut le comprendre, le cadrer comme une alternative et le comparer à la substance à propos de laquelle on se demande si on doit l'interdire? Là, vous vous doutez bien que la question est beaucoup plus compliquée et qu'a priori, ces solutions, elles seront plus rapidement mises de côté au moment où on va comparer des alternatives avec des pesticides. De la même manière, il faut bien comprendre que les plans de recherche d'alternatives qui sont prévus par la loi du plomb nécessitent d'établir un cadre comparatif pour évaluer les alternatives et les confronter aux pesticides chimiques. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que la loi du plomb prévoit qu'on peut déroger à une interdiction si on estime qu'une alternative n'est pas suffisante. Ça, une fois de plus, ça paraît de bon sens, mais ça pose la question de quels sont les critères qui sont retenus pour déclarer une alternative suffisante. Est-ce qu'on s'intéresse qu'à l'efficacité agronomique? Auquel cas, il y aura des alternatives qui seront désavantagées, puisqu'on sait que leur efficacité peut être plus dépendante du contexte. Est-ce qu'on s'intéresse aux conditions d'application et à la facilité d'utilisation? Auquel cas, pareil, des alternatives plus systémiques qui peuvent être demandeuses de main-d'œuvre, d'une expertise plus localisée, seront désavantagées et donc pourquoi pas disqualifiées parce qu'elles sont plus complexes. Et de la même manière, et là ça reboucle tout à fait avec la fin de la présentation de Aude, en termes de rentabilité économique, on sait qu'il y a certaines alternatives dans le système actuel dont l'usage peut menacer les rendements, la régularité des rendements, etc. Donc en fait, le fait même de comparer terme à terme les pesticides à d'autres solutions qui sont souvent très différentes, qui s'imaginent et se mettent en œuvre à des échelles différentes, en fait, il y a un risque que les critères techniques qui sont retenus pour comparer les pesticides à leurs alternatives désavantagent structurellement des solutions systémiques comme celles qui ont été présentées par Aude. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je voulais insister dans cette présentation. C'est l'idée que l'idée même de comparer des pesticides à des alternatives, ça peut sembler évident, ça peut sembler facile. En réalité, c'est un casse-tête. Ça nécessite des choix à la fois scientifiques et politiques très forts et ça comporte le risque d'invisibiliser des solutions systémiques. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça peut participer à disqualifier des alternatives aux pesticides qui sont les plus ambitieuses et qui sont jugées par la communauté scientifique en agronomie comme les plus prometteuses pour demain. Alors, dans le temps de présentation qui me reste, j'aimerais montrer aussi que identifier et évaluer des alternatives pour maintenir des pesticides sur le marché, c'est une logique qui comporte le risque du statu quo et de l'immobilisme. C'est pour cette raison que le pas d'interdiction sans solution, c'est devenu un pilier de la résistance de la profession agricole face aux injonctions à la réduction des pesticides. C'est devenu un argument central dans la communication des acteurs professionnels, économiques, qui sont opposés aux retraits de substances et à la réduction de la consommation de pesticides. Et je pense que c'est quelque chose c'est une rhétorique qui est très efficace. Pourquoi? Parce que le maintien de filières et le soutien technique aux producteurs est une revendication extrêmement légitime. Une fois de plus, il ne s'agit pas de priver les agriculteurs de leurs outils de production et il ne s'agit pas de vouloir absolument baisser les rendements agricoles français.
Donc, c'est pour ça que dans ce contexte-là, il peut paraître particulièrement légitime de dire qu'il faut des solutions pour que les agriculteurs puissent continuer de produire. Il y a aussi le fait que la recherche d'alternatives aux pesticides, c'est une approche technique, technologique, pragmatique pour prendre en charge le retrait de substances ou les injonctions à la réduction de pesticides. Penser à la recherche d'alternatives, cadrer le débat sur est-ce qu'il existe ou pas des alternatives, une fois de plus, hein, c'est ne pas penser à des transformations plus systémiques et plus ambitieuses de nos systèmes agricoles. Il faut comprendre aussi, et là c'est un tout petit détour historique, que la légitimité de ce slogan du pas d'interdiction sans solution, elle s'inscrit dans l'histoire des liens entre la profession agricole, l'État et la recherche agronomique publique, puisqu'une fois de plus, comme l'a montré Aude dans sa présentation, la modernisation agricole s'est appuyée sur une implication massive et très importante et très appuyée de l'État et de la science pour accompagner les agriculteurs dans l'augmentation des productions. Et donc aujourd'hui, à l'heure où non plus d'augmenter les rendements, mais de transformer la manière dont on produit en prenant en compte des enjeux écologiques, quelque part, il est compréhensible et normal que la profession agricole soit en attente vis-à-vis de l'État et de la recherche agronomique. Mais, et vous commencez à le comprendre, ce slogan du pas d'interdiction sans solution, il comporte de nombreux angles morts. Pourquoi? Parce que la recherche d'alternatives, c'est un processus de long terme, par définition incertain. On ne sait pas quelles seront les alternatives qui seront effectivement identifiées, on ne sait pas quelles seront leur efficacité, leur facilité de mise en œuvre, à quelle échelle elles devront être mises en œuvre. Il y a aussi le fait que la recherche d'alternatives demande des moyens hyper importants. Pourquoi? Parce que ça prend du temps, que c'est cher, donc ça demande des chercheurs, ça demande des gens qui travaillent dans le secteur du développement agricole, etc. Et donc, il faut s'assurer qu'il y a des moyens suffisants qui sont alloués à ces recherches d'alternatives. Là, il y a une actualité très récente qui invite à tirer un petit peu la sonnette d'alarme là-dessus. C'est que je vous ai dit en ouverture de mon propos que la nouvelle version du plan Ecophyto, l'une des particularités, c'est de mettre l'accent sur la recherche d'alternatives pour des filières ciblées. Et là, on vient d'apprendre, je crois que c'était la semaine dernière, que le budget qui va être alloué à la recherche d'alternatives a été divisé par 3 entre 2024 et 2025. Donc, c'est très beau de dire qu'on va rechercher des alternatives. Le problème, c'est qu'on sait que ça coûte de l'argent et que la fragilité des financements qui semble s'établir aujourd'hui, elle remet en question cette logique même. Et enfin, la recherche d'alternatives ou se focaliser uniquement sur la recherche d'alternatives, ça réduit quelque part, là je me fais un peu mon sociologue de service, je ne peux pas m'en empêcher, mais ça réduit à leur dimension strictement technique des choix qui devraient et qui pourraient être politiques. Quelle viabilité des filières de production, quelles conditions d'accompagnement de long terme pour des filières dont on se rend compte qu'elles sont plus essentielles dans le paysage agricole français. Là encore, je ne suis certainement pas en train de dire qu'il faut se débarrasser de telle ou telle filière parce qu'il y a des enjeux en termes de protection des plantes, mais je dis simplement que penser la question des pesticides uniquement à travers le terme de la recherche des alternatives, ça peut empêcher de se poser un certain nombre de questions sur la place et les conditions d'évolution et d'accompagnement de ces filières-là. Donc voilà, pour résumer, le pas d'intersection sans solution, je pense que vous l'avez compris, c'est un slogan qui apparaît de plus en plus légitime dans le paysage politique autour des pesticides et de la réduction de la consommation de pesticides. C'est aussi une logique, non seulement elle a été reconnue dans la loi d'orientation, mais on pourrait se dire c'est que des mots, mais c'est une logique qui concrètement s'incarne dans un grand nombre de dispositifs qui se multiplient. Hein. Ce sont ces fameux plans de recherche d'alternatives. Et ce que j'espère vous avoir montré, c'est que cette logique-là et l'institutionnalisation au cœur de l'action publique de cette logique-là, elle comporte le risque de l'immobilisme, alors même que les conséquences néfastes des pesticides sont de mieux en mieux connues et qu'elles ont été bien présentées dans l'introduction qui vous a été proposée par Aude. J'espère que j'ai été clair et je vous remercie de votre attention.